projet qu'on a choisi d'aborder, c'est la dépollution de l'eau. Nous, on se centre plutôt sur l'eau de la Seine, mais en fait, c'est applicable à tout type d'eau, hein. Et en utilisant une algue, Chlamydomonas reinharti, comme châssis. Et du coup, notre objectif, c'était de prendre l'algue et la modifier génétiquement pour lui donner les capacités de dégrader certains pesticides, certains antibiotiques, certaines hormones qui sont néfastes pour l'environnement, pour le développement au niveau neurologique des humains, enfin qui a un impact assez négatif, que ce soit sur les humains, sur la biodiversité, sur les animaux, et donc on aimerait éviter d'avoir dans l'eau. Je lui avais expliqué pareil le projet un petit peu, et il m'avait posé des questions auxquelles on n'avait vraiment pas pensé du tout. Et je trouvais ça super en fait d'avoir justement le point de vue de quelqu'un qui soit pas forcément un chercheur, mais qui est quand même dans le thème, et qui du coup va nous pousser à répondre à des questions auxquelles on n'a pas pensé. Donc lui, il m'avait dit, par exemple, votre filtre d'algues, est-ce que vous allez le mettre dans la Seine? Est-ce que vous allez le mettre dans l'eau directement? Vous voulez l'inclure dans des stations d'épuration? Où est-ce que vous voulez le mettre dans les stations d'épuration? Est-ce que vous avez pris en compte le flux d'eau, le litre d'eau que ça va prendre? Parce que le faire en laboratoire, c'est une chose, mais après, l'instaurer dans une station d'épuration, par exemple, c'est des litres et des litres qui passent. Donc, faut voir que le système, faut faire en sorte que le système soit adapté. Et ça, c'est des questions auxquelles on n'avait pas trop pensé. Donc, c'est vraiment très enrichissant d'avoir cette discussion avec lui. Il nous a amené à nous poser des questions sur le fait de passer d'un projet en laboratoire pur à un projet à grandeur nature applicable sur un bien plus grand volume. Et comme votre groupe traitait de solutions en impliquant des algues aussi pour des problèmes agroalimentaires ou de l'environnement, on s'était dit que c'était une bonne idée du coup de venir vers vous. D'accord. Ouais, mais ça, c'est un peu la problématique qu'on a actuellement. Parce que là, par exemple, nous, c'est un projet sur 1 an. Ouais. Et c'est ce que nous avait dit Pierre Rocheteau. Hein, ok, peut-être qu'on aura une preuve de concept et que ça marchera au laboratoire, mais nous, on n'a pas des tanks de 300 litres sur lesquels on peut vraiment tester et voir si ça fonctionne avec 300 litres. Donc ça, c'est un peu la difficulté de notre projet à notre échelle à nous. Ouais. Je pense que vous pouvez un peu l'appréhender, même en travaillant en petite échelle. Et si vous êtes capable de, entre guillemets, de déterminer quelles sont les doses et les taux de contaminants que vous êtes capable de décontaminer avec un certain volume ou quantité d'algues, et ensuite calculer par rapport à si je peux décontaminer 10 nanogrammes avec une ml de mon solution de chlamyde, je sais que dans mon eau des stations d'épuration, j'ai tant des quantités de mon contaminant. Du coup, il me faudra multiplier par X le volume d'algues que j'utilise. Ouais, c'est ce qu'on se disait au début. Quand on a un tank de 300 litres, il faut prendre en compte que les algues, elles sont pas forcément réparties de façon uniforme dans l'espace, et qu'il y en a qui vont tomber au fond. Il faut aussi penser à la matière du tank, par exemple, des choses auxquelles on avait vraiment, des choses très concrètes et pratiques auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi. Votre culture de chlamyde en hétérotrophie ou en autotrophie? La base du projet était d'utiliser Chlamydomonas et sa capacité à être autotrophe et du coup à avoir un système entre guillemets plus autogéré et donc avoir des contraintes en moins pour la nourriture, pour la croissance de algues, etc. Mais on a fait des recherches. Il y a des avantages et des inconvénients. Et du coup, on a un laboratoire d'accueil qui est à Sorbonne Université, qui travaille déjà sur le Chlamydomonas et avec qui on a parlé justement de ces différentes conditions, et ça serait à tester pour voir, selon notamment la manière dont l'algue réagit à certains polluants, quelle source de croissance nutritive serait le plus opportune, et aussi par rapport aux conditions de culture et aux filtres qu'on voudrait appliquer, c'est-à-dire comment le filtre serait construit physiquement, quelle serait la solution la plus
la plus adaptée. Parce que assez souvent, quand on fait la culture de microalgues en hétérotrophie, on peut avoir des quantités, des solutions plus denses en fait, de microalgues par rapport à quand on fait en autotrophie. Parce que là, si vous avez des solutions trop denses, il y a ils se font l'ombre. Oui, il y a un problème de compétition et aussi. Ouais, c'est ça. Et que également, si vous êtes dans votre station d'épuration, du coup, faut entre guillemets que vos algues sont suffisamment efficaces pour pouvoir avoir un grand tank avec la lumière et tout ça à mettre en place au sein de stations d'épuration. Parce qu'on en a parlé aux enseignants qui nous encadrent. Ouais. Et du coup, ils nous disaient, en fait, c'est plus intéressant de travailler en autotrophie parce que pourquoi est-ce que vous choisirez de travailler sur une algue verte si c'est pas pour l'utiliser en autotrophie? Dans ce cas, vous pouvez prendre un autre organisme en fait. Ouais. Donc, c'est un peu le challenge de montrer que ça marche avec une algue verte en autotrophie. Ouais, ok. D'ailleurs, dans un premier temps, de montrer l'importance et le potentiel de la microalgue en général pour ces solutions-là et si possible en autotrophie. Parce qu'effectivement, on a fait beaucoup de biographies et il y a beaucoup de voies métaboliques ou de dégradation qui sont explorées pour les communautés microbiennes bactériennes notamment. Oui, tout à fait. Et effectivement. Moi, ce que je me suis dit aussi, quand on a abordé ces questions-là, c'est même si on arrive à le montrer en laboratoire qu'en autotrophie ça fonctionne, au final, si on décide de l'appliquer, je pense que ce sera plus simple de l'appliquer en hétérotrophie. Pour avoir un système, on va dire, autonome et qui autogéré, c'est sûr qu'il y aura besoin d'un écosystème et qu'il y ait besoin d'autres organismes que la microalgue. Mais comme nous, on a un cycle d'1 an dans la compétition IGM, le but est vraiment de fournir une preuve de concept pour montrer qu'il y a un intérêt d'utiliser le châssis Chlamydomonas pour dégrader des micropolluants en particulier. Après, il faut également dire qu'éventuellement, dans votre contexte, la culture en autotrophie, c'est l'avantage que c'est plus stable par rapport aux contaminations. Elles sont déjà en culture, mais des débuts de tests de résistance par rapport aux polluants. On a aussi lancé nos propres analyses de l'eau de Seine à 3 endroits. Donc pour avoir nos propres analyses en ciblant directement nos polluants pour avoir une estimation. Et les premiers tests seront vraiment dirigés sur regarder la survie de l'algue en présence de ces polluants. On a décidé qu'on testerait sans doute en priorité la chose la plus importante, c'est-à-dire le kill switch, le fait qu'on puisse avoir une microalgue qui puisse ne pas intervenir avec l'environnement extérieur. Et s'il est possible ensuite de construire de mettre en application et de tester les constructions génétiques, on le fera, mais ça on verra si on a le temps. Ok. Le but est-ce que vous avez ciblé le contaminant principal que vous allez adresser? Alors du coup, on a 3 catégories de cibles. On a les hormones, puisque dans la biographie, effectivement, les microalgues peuvent dégrader naturellement certaines hormones. On a aussi ciblé des pesticides qui sont présents dans l'eau de la Seine, notamment l'atrazine et l'isoproturon. Et au niveau des antibiotiques, de certains antibiotiques de la famille des macrolides et des fluoquinones. Le but étant vraiment de montrer qu'il y a un spectre de molécules, de micropolluants qui sont traitables via Chlamydomonas renarti ou une autre microalgue. Et de mettre aussi en lumière sur ce projet qui a besoin de solutions très variables et qui a vraiment tout un spectre de problèmes, on va dire, ou de molécules à traiter qui a vraiment un potentiel pour améliorer nos stations d'épuration. Et du coup, vous allez tester avec l'algue non modifiée et le comparer par rapport à votre algue modifiée. Parce que comme ça, vous aurez également la comparaison entre sa capacité naturelle et vérifier si vous avez pu augmenter la capacité de dégradation. L'idéal serait effectivement de vous montrer ça à voir avec les conditions de laboratoire. Mais... Que côté réglementaire et avoir une réflexion sur le côté réglementaire d'introduire des modifications génétiques
dans une microalgue et les risques qu'elle échappe dans la nature, entre guillemets. Ouais, Pierre nous en avait aussi parlé, il avait dit, mais du coup, la matière organique de l'algue, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce qu'elle va rester au fond de la station d'épuration? Est-ce qu'il y a un moyen de la recycler? Et du coup, on a essayé d'un peu de réfléchir à ça et on s'est dit que l'objectif, ce serait vraiment que l'algue, elle reste dans la station d'épuration pour qu'ensuite il y ait un dépôt au fond des algues mortes et qu'on puisse s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Le but, en fait, on s'est dit que dans notre projet, il fallait vraiment créer un filtre sur lequel les algues ne sortiraient pas, du coup. C'est vraiment un filtre, on va dire, fixe. Et on a mis en place, justement, en s'inspirant de divers projets, un kill switch qui permettait qu'en cas de libération de microalgues, cet organisme ne reste pas vivant dans l'environnement après. Ok. Donc une nécessité par exemple, oligo-élément ou autre chose pour la tenir en vie et que quand elle s'échappe, elle n'a pas forcément accès à ce produit-là et du coup, elle ne puisse plus survivre dans un milieu naturel. C'est ça, exactement. Voilà, on a étudié cette approche aussi, on a utilisé une approche légèrement différente, plus vis-à-vis, on a imaginé que le filtre serait coupé du spectre UV de la lumière, et donc on a fait un design d'un système génétique qui, lorsqu'il reçoit des UV, permet d'induire la mort cellulaire programmée des microalgues. Ainsi, si elles sont libérées dans l'environnement naturel, elles reprennent contact avec les UV et donc sont dégradées. Ok. Tout dépend de la quantité d'algues qu'on a besoin d'appliquer sur un volume d'eau donné et leur vitesse de décontamination. C'est vraiment très difficile à dire auparavant si ça va être fonctionnel ou pas. Et c'est peut-être là où vous pourrez également regarder, parce que peut-être il faut utiliser Clamy, parce que c'est peut-être qu'elle ne sera pas capable de autant travailler sur les hormones, les pesticides et les antibiotiques, et peut-être créer du coup un écosystème où vous utilisez Clamy pour certains contaminants, mais peut-être se baser sur une bactérie ou autre organisme pour d'autres contaminants. Et d'envisager vraiment un système, on va dire, encore plus divers, avec plusieurs types microbiens pour assurer une dégradation la plus complète possible. Exactement. Et ça peut également rendre votre système plus robuste. Parce qu'assez souvent, c'est un peu comme on voit avec l'agriculture aujourd'hui, quand on travaille sur des monocultures, ils sont plus sensibles que quand on travaille sur un écosystème qui fonctionne ensemble. En tout cas, notre projet pourrait servir de démontrer qu'il y aurait un intérêt d'ajouter des micro-algues comme nouveaux facteurs à des systèmes microbiens essentiellement bactériens pour la dégradation. Oui. Montrer que des micro-algues ont un rôle à jouer et peuvent augmenter du coup le potentiel des bactéries pour dégrader, et puis simplement de faire des systèmes du coup plus résilients. Ou l'inverse, qu'il y a peut-être certains composants que les bactéries sont moins aptes à dégrader et du coup où le microalgue peut jouer un rôle. C'est ça. Parce qu'en fait, actuellement, les stations d'épuration, ça fonctionne souvent en différents bassins. Et c'est souvent des bassins qui fonctionnent avec des bactéries. Et du coup, on trouvait ça intéressant de montrer que les algues aussi peuvent jouer un rôle. Mais du coup, oui, en effet, c'est pas pour enlever les bassins de bactéries, c'est pour rajouter un bassin d'algues. Mais au final, pourquoi pas faire un bassin avec les deux? Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Parce qu'après, les microalgues sont déjà utilisées dans certains bassins, mais plus pour un rôle de maintien écologique et de structuration de la diversité au sein du bassin, et pour des rôles, on va dire, de nutrition par rapport aux bactéries, pour simplement leur apporter certains nutriments, certains compléments.
Mais là, du coup, de mettre en Oui. valeur leur utilité potentielle vis-à-vis de la dégradation directement. Non, et également le fait que, surtout si on travaille avec des bassins externes où il y a un accès de lumière, etc., le microalgue, il a tout son sens, justement via le fait qu'il est autotrophe. Donc ça apporte un métabolisme complètement différent. Une chose peut-être à prendre en considération quand vous faites vos essais, c'est de voir et regarder l'impact du pH. Parce que autant le pH a une très forte influence ensuite sur la croissance de vos algues, parce qu'une algue qui fait la photosynthèse, elle augmente automatiquement le pH du milieu de culture. Parce que vu qu'elle absorbe le CO2, le pH va augmenter. Et c'est également possible que le pH vont impacter la forme des différents produits contaminants qui vous regardent et que influencer le métabolisme de ces composants. Donc c'est peut-être un paramètre à prendre en considération pour vos études. Pour le paramètre du Ok. pH, c'est un paramètre qu'on avait beaucoup regardé, notamment pour certaines enzymes du coup qu'on voulait intégrer à nos microalgues et qui effectivement leur activité biologique varie beaucoup selon le pH et notamment certaines enzymes sont bien plus actives souvent sur des pH plus faibles, plus près de 4-5 par exemple. Et effectivement c'est une problématique sur laquelle on s'est intéressé, sur la stabilité des enzymes et d'avoir une activité quand même satisfaisante même à des pH on va dire adaptés pour la culture des microalgues. Après, ceux qui font la culture des microalgues, assez souvent, ils contrôlent le pH, soit via l'ajout d'un acide, soit l'ajout direct de CO2. Parce qu'un ajout de CO2 gazeux vont acidifier le pH. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Et bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci.